Madame, Monsieur, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de cette émission Parole aux jeunes, la 3e saison de l'émission Parole aux jeunes, la première d'ailleurs de la saison. C'est un grand plaisir, Mesdames, Messieurs, vous nous avez énormément manqué. Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes en direct sur notre chaîne YouTube et également en direct sur notre page Facebook et aussi sur notre site le www.wangu.info. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons invité des jeunes sur ces plateaux de Parole aux jeunes pour parler et discuter sur une thématique assez intéressante, une thématique qui me passionne énormément, l'entrepreneuriat. Et j'ai avec moi 6 jeunes qui sont justement ici et qui vont devoir poser des questions à nos invités qui sont de l'autre côté. Alors, on va commencer déjà par la présentation de nos chers jeunes entrepreneurs qui sont de ces côtés. Bonjour Sam. Comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. Et la dernière fois qu'on s'est vu, tu étais dans la conférence Parole aux jeunes. Oui, exactement. Alors, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci pour la parole. En fait, je me nomme Sam, je suis ingénieur civil et jeune entrepreneur de ma province. Exactement. Alors, merci beaucoup. On va prendre Juma. Bonjour Juma. Bonjour Anita. Comment tu vas? Je me porte très bien. Un jeune passionné de l'entrepreneuriat. Voilà, on te connaît voilà, pour tes interventions dans l'émission Parole aux jeunes sur l'entrepreneuriat. J'espère que tu vas bien. Oui, je me porte très très bien. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, moi, je réponds au nom de Mateka Kimajuma. Je suis aussi également ingénieur technicien de l'ISTA à Kolwezi. Je suis aussi assistant directeur Jackwell Company. C'est un peu ça. Voilà, ça va déjà. On va donner la parole à une autre personne. Vous, c'est la première fois dans cette émission Parole aux jeunes. Vous allez bien? Oui, je vais Pas bien. trop stressé, j'imagine? Non. Voilà. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Johnny Songo. Johnny Songo. Johnny Songo. Ouais, je suis un jeune entrepreneur aussi, en cours de formation, bien sûr. Exactement. Et vous? Moi, c'est Jefté. Jeffrey. Jefté Ndumba. Ok, Jeffrey. Je suis un jeune entrepreneur de la province du là-bas. Voilà, merci beaucoup, Jeffrey. Et vous, comment on vous appelle? Également, moi, je réponds au nom de Jacques Kisanga Kokonyangi. Jacques. Oui, j'évolue aussi dans l'entrepreneuriat. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Mais on peut s'applaudir quand même. Ce sont des jeunes entrepreneurs qui sont venus ici. Et de l'autre côté, M. James et M. Patrick Omonganda, que vous connaissez d'ailleurs, ils sont jeunes entrepreneurs dans la province du Lualaba. Ils sont beaucoup plus expérimentés parce qu'ils ont pratiquement des grandes entreprises. Ils ont engagé des gens qui travaillent pour eux. Et avec eux, nous allons également parler de l'entrepreneuriat. Monsieur Patrick, vous allez bien? Ça va très bien. C'est la première fois que je te vois en 2021. Exactement, meilleur Bonne vœu. année. Merci beaucoup, merci pareillement. Monsieur Patrick, c'est vrai que nous connaissons, que vous êtes vraiment entrepreneur. Oui. Peut-on nous dire dans quel domaine vous entreprenez? Je suis dans l'assainissement, je suis dans la construction et aussi dans l'innovation. Dans l'innovation. Oui. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Monsieur James, bonjour. Bonjour Madame Anita. Vous allez bien? Ça va très bien et un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau. Voilà, meilleur vœu. Merci pareillement. Monsieur James, qui êtes-vous exactement? Voilà, James Mpianalingue est ingénieur mécatronicien. Je suis actuellement entrepreneur. Je suis conférencier. Je suis aussi dans le sport. Je suis encadreur dans le karaté et tenant du titre de vétéran dans le karaté du Grand Katanga. C'est un peu ça sur moi. Voilà. Et vous entreprenez dans quoi exactement? Voilà, j'évolue dans 2 domaines. Je suis dans l'engineering, c'est-à-dire dans le génie civil, dans la maintenance mécanique et électrique. Je suis dans l'automation, dans tout ce qui est nouvelles technologies, voilà. Et puis je suis dans l'agriculture intelligente, l'agriculture numérique. C'est quoi l'agriculture numérique? Voilà, l'agriculture numérique, comme je vous l'ai dit, moi je suis mécatronicien, donc j'ai pris ma connaissance que j'ai adaptée à l'agriculture qui existe. C'est-à-dire, aujourd'hui avec la modernisation à tous les niveaux presque, et vous savez très bien qu'aujourd'hui la demande est devenue encore plus grande. Alors, pour résorber toutes ces petites insécurités alimentaires, nous nous sommes dit que
il était possible, avec l'évolution de la technologie, de faire une multiplication de la production. C'est comme ça que nous avons adapté le numérique à l'agriculture. Et pourquoi vous avez choisi ces secteurs spécifiquement? L'agriculture, c'était pour moi d'abord depuis toujours une passion, franchement. Et je me suis rendu compte aussi que, un peu avare que j'étais, j'avais besoin d'être riche un peu plus tôt. Ouais. Et les plus grands riches dans ce monde, rassurez-vous, madame, ce sont les fermiers. Exactement. Voilà pourquoi j'ai embrassé ça. Voilà. Wow, intéressant, intéressant. Monsieur Patrick Onganda, je pense que je poserai la même question. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes dans la construction et dans l'assainissement. Pourquoi avez-vous choisi ces domaines-là? L'assainissement, de par ma formation universitaire, je suis ingénieur de construction. C'est un domaine, c'est une branche de la construction en fait. L'objectif pour moi, c'était d'apporter une touche en termes d'emménagement paysager, surtout chez ceux-là qui construisent particulièrement. Contrairement à ce qui s'est passé dans le temps, surtout pour la ville de Kolwezi, vous vous rendrez compte, et même Lubumbashi, même le pays pratiquement tout en entier, mais beaucoup plus ici au Katanga, c'est que tout ce que nous avons comme centre urbain a été construit par la grande Gécamine. Alors, avec la libéralisation et l'essor de plusieurs secteurs, ça fait que les particuliers prennent aussi des initiatives de construire pour eux-mêmes. Mais généralement, dans le domaine de construction, ils se fient plus aux techniciens qui sont des maçons, charpentiers et tout ça, qui n'ont pas tout de suite le flair de l'ingénieur de construction ou peut-être de l'architecte en termes d'une bonne finition. C'est comme ça que, au tout début, l'objectif était d'apporter cette touche dans la finition de leur bâtisse. Mais évoluant comme ça, au bout, je crois, d'une année, nous avons réalisé que chaque fois que nous travaillions, nous produision beaucoup de déchets. Et voilà, je me suis dit, mais pourquoi ne pas proposer à tous nos clients un service d'évacuation, donc de gestion de déchets. Et l'idée était venue comme ça et pouf, c'était parti. Donc nous avons commencé à gérer leurs déchets, les déchets qu'ils produisent. Et nous poussons les gens justement à produire encore plus de déchets pour que nous puissions bien les gérer pour eux. Les capitalistes. Alors, pour ce qui est de la construction, donc c'est un domaine de formation. J'ai aimé ça depuis toujours. Et la construction dans laquelle nous sommes actuellement, elle est un petit peu propre à la Générale d'assainissement qui est mon entreprise. Ça veut dire que nous avons du mal à construire une maison dans une certaine configuration et avoir des voisins qui sont aussi dans une autre configuration. Je vais peut-être expliciter cela par un petit exemple. C'est que nous allons construire une maison et peut-être l'emmener au standing d'une villa, mais le voisin ne sait pas tout de suite emboîter le pas. Et c'est comme ça que la Générale d'assainissement s'est évertuée à construire des quartiers, c'est peut-être trop dire, mais c'est là que nous sommes en train d'aller en fait. Donc nous construisons sur des très grandes étendues et nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que devra-t-on les vendre ou bien nous allons les garder pour nous-mêmes? Et au-delà de ça, pour ce qui est de l'innovation, c'est en tant qu'entrepreneur, nous essayons d'observer notre environnement, notre quotidien, et nous voyons là où il y a les problèmes dans notre vécu, et chaque fois avec certains de mes collaborateurs, nous réfléchissons sur les solutions que nous pouvons apporter. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Déjà, on a une petite idée de ce que vous faites et de ce que vous faites également, Monsieur James. Je vais déjà me tourner de l'autre côté. On va commencer par Monsieur Sam. Déjà, une question. Ce sont des jeunes entrepreneurs qui posent des questions. Alors, on va commencer, Monsieur Sam. C'est quoi votre question? Merci, Madame Anita. Sinon, je suis très ravi pour vos discours et c'est vraiment intéressant. Et déjà que ça...
les deux filières que chacun de vous est en train de mener cadre avec ce que nous essayons de faire, la petite ferme que nous sommes en train de monter, l'engineering ainsi que la construction, c'est intéressant, oui. En fait, je voulais un peu... Cette première question vous concerne tous les deux. J'aimerais un peu savoir qui est un entrepreneur et y a-t-il une différence entre un entrepreneur et un chef d'entreprise? Pourquoi j'ai dit ça? Et tel que j'ai eu à auditionner vos discours, je ne sais pas me situer sur ces deux aspects ou sur ces deux concepts. Alors j'aimerais un peu savoir qui est un entrepreneur et c'est quoi la différence entre un entrepreneur et un chef d'entreprise. Voilà, on commence par vous, Monsieur James. Ok. Un entrepreneur, je crois que je vais aller plus avec les exemples pour que tout le monde qui nous suit puisse nous comprendre. Pour moi, un entrepreneur, c'est une définition très brève. Je dis c'est celui-là qui maintient une entreprise. C'est qui un chef d'entreprise? Un entrepreneur peut-il être chef d'entreprise? Je me dis directement oui. Un entrepreneur peut aussi être chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, est-ce que l'inverse aussi est justifiable? Je me dis presque oui, c'est presque la même chose. Mais seulement, je voudrais que nous puissions partir d'une certaine base. Moi, quand on me parle d'un entrepreneur qui est même chef d'une entreprise, en fait, je vois un leader qui est différent d'un manager. Pour moi, un leader, c'est celui-là qui vient avec des projets. Alors que d'autre part, le manager, lui, vient avec des objectifs. Il risque, alors que l'autre échappe un peu les risques. Un leader, entrepreneur, vrai chef d'entreprise, il innove. C'est-à-dire, comme Patrick l'a dit, on est toujours là, en train de regarder son environnement. Quelle est la touche supplémentaire qu'on peut apporter dans tel ou tel autre domaine? En fait, c'est comme ça que moi, à ma connaissance et à ma façon de comprendre les choses, que je définis un entrepreneur et un chef d'entreprise. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous définissez comme entrepreneur ou chef d'entreprise? Moi, je me définis comme chef d'entreprise, entrepreneur. Voilà. Donc, je me dis, entrepreneur, c'est l'idée que j'avais de concevoir une entreprise, et je suis sûr que je gère mon entreprise, je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur en même temps. Voilà. Et vous, Monsieur Patrick? Bon, je crois que si nous étions dans une salle d'interrogation, je copierais tout de suite les réponses de James. Entrepreneur, chef d'entreprise. Il y a une toute petite nuance en fait. Une entreprise peut naître sur base de plusieurs idées. Elle peut naître avec plusieurs partenaires en une fois. Et sur les partenaires, on se choisit un ou soit quelqu'un d'autre qui est en dehors je sais pas moi, des 5 associés comme ils sont là-bas. On se choisit quelqu'un d'autre pour gérer cette entreprise. Il devient chef d'entreprise, mais naturellement, il n'est pas entrepreneur en fait. L'entreprise est constituée de plusieurs associés avec un objet social bien défini et tout ça. Et donc, les entrepreneurs, par rapport à cette entreprise, ce sont les créateurs de cette entreprise, les associés. Et dans le cas d'un associé unique qui a créé sa propre entreprise et tout, voilà, celui-là, je peux dire qu'il est entrepreneur. Mais pour cette entreprise qui est constituée de plusieurs associés, celui qui gère l'entreprise n'est pas nécessairement un entrepreneur. Quant à l'entrepreneur lui-même, évidemment, James m'a précédé là-dedans, c'est cette personne-là qui... Il y a quoi déjà le verbe dedans? Entreprendre. Et donc, il entreprend de faire quelque chose en fait. Il ne reste pas bras croisés. Ça veut dire celui qui vend les aiguilles aujourd'hui à peine 5 francs est un entrepreneur. Voilà. Celui qui fait, je sais pas moi, de la cordonnerie et tout ça, il fait de l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'il y a une initiative qu'il a amorcée. Quitte à lui maintenant d'y apporter
toutes les disciplines nécessaires, les ingrédients, afin qu'il soit défini comme entrepreneur qui gère sa propre entreprise. Mais généralement, parce qu'on vend des aiguilles, parce que c'est à 5 francs, bon, on n'y attache pas toujours de l'importance, on pense que c'est toujours pour une certaine survie. Je vais peut-être terminer en donnant un petit exemple en fait. Lorsque moi j'ai fini les études, au tout début, pour les gens qui me connaissaient, la phrase c'était « tu fais ça en attendant de trouver du travail ». Ok. Or, ce qui me gênait beaucoup, c'était le terme « en attendant ». Je n'attendais pas de faire quelque chose après. Ça veut dire que j'étais déjà dans quelque chose. Et donc, est entrepreneur, aussi petit qu'il soit, aussi petite que peut être l'activité, celui qui prend l'initiative de créer un emploi pour lui-même, lequel emploi au fil du temps grandira et se fera entourer de plusieurs collaborateurs qui feront plusieurs autres choses, peut-être à sa place ou peut-être qui viendront en complément de ce qu'il sera en train de faire. Mais en tant qu'initiateur, il sera un entrepreneur. Il y a des questions qui me viennent, mais bon, je vais d'abord donner... on va donner la parole à M. Djouma. Sam, je sais que tu as une autre question, on va revenir. Okay. Alors, M. Djouma, c'est quoi votre question? Ma question, c'est celle-ci. Ça concerne tous nos deux intervenants. C'est quoi naître un entrepreneur et c'est quoi devenir un entrepreneur? C'était d'ailleurs ça ma question. Alors, on va commencer par M. Patrick. Vous me l'accordez. En lingala, il est dit babota makamokonzi. Kibokonzi babota makana yango. Le leadership, c'est dès le bas âge en fait. On est leader. Pour moi, on ne devient pas leader au fil du temps. Ça, pour moi, c'est de l'acrobatie. Et le fait d'entreprendre, évidemment, ne signifie pas nécessairement que je n'ai pas ou je n'ai jamais eu à travailler quelque part, à prester comme employé. Non. Et donc, naître entrepreneur, c'est lire peut-être dans ce jeune-là qui est en train d'évoluer l'esprit libéral. Il n'aime pas trop dépendre des gens. Vous comprenez? Ça s'explique lorsque nous voyons un petit enfant qui prend des petites initiatives même dans la maison, de par lui-même. Un peu de bricole, un peu, il est un peu assez percutant, même dans ses relations. Il n'est pas trop dépendant de papa ou de maman, ou même de ses frères, en fait. C'est celui-là, moi je dirais, qui naît avec un certain leadership. Tandis qu'il y en a d'autres, jusqu'à 40 ans, il est incapable d'entreprendre quoi que ce soit par lui-même. Hein? C'est pour peut-être imager encore cela, c'est un peu l'image de certains de nos musiciens, hein, parce que eux, nous vivons vraiment avec eux tous les jours. Il va évoluer un temps dans un orchestre, au bout d'une certaine période, il s'est dit, bon voilà, je vais créer ma propre orchestre, mon propre orchestre, mais qui malheureusement en fait ne fait pas longue route. Et donc celui-là, il est toujours dépendant d'un leader. Tandis qu'il y en a d'autres, il peut avoir évolué dans l'orchestre pendant un temps bien défini, il acquiert toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir voler demain de ses propres ailes. Celui-là, il a le leadership de manière innée. Il lui fallait maintenant habiller peut-être son potentiel, faire en sorte que le jour où il devra se lancer, qu'il ait tous les atouts nécessaires à pouvoir affronter la vie dans laquelle il se lance, quoi. Bon, Monsieur James, vous avez un point de vue? Oui. En fait, tout le monde n'est leader, comme venait de le dire Patrick, mais tout le monde ne devient pas leader. C'est un processus d'influence qui demande de maximiser beaucoup d'efforts et de productivité. Ok. Nous naissons leaders, mais tout le monde ne devient pas leader. Nous évoluons
Et moi, je me dis, la première étape, d'abord, c'est un vrai leader, il commence par l'éducation. Ok. On peut pas être leader sans... Non, c'est impossible. En fait, selon moi, c'est impossible. Selon mes expériences, pas selon moi, selon mes expériences. C'est impossible. Le tout commence, en fait, la base, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que même dans les valeurs d'un vrai leader, il y a quelque part aussi la lecture. Un leader, c'est celui-là qui doit beaucoup lire, qui doit beaucoup apprendre. Donc, nous commençons d'abord par l'école. Et à l'école, si le système éducatif, il est aussi correct, je crois que dans notre ère, par exemple, dans le monde actuel, en fait, on ne devait plus amener les élèves ou les étudiants à rêver de devenir employés. Okay. Normalement, on devait enseigner à tout le monde de devenir entrepreneur, créateur d'entreprise. Vous voyez? Donc, le tout commence par là. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas aller voir quelqu'un qui n'a pas étudié, qui a par exemple 23 ans, pour commencer à lui dire, non, écoute, tu dois entreprendre, tu dois faire ceci. Le tout commence par la base, par l'école. Et tous ceux qui escamotent cette étape-là, vous voyez déjà qu'ils ont échoué la première classe du leadership et ils ne les deviendront jamais. Ok. Et après, comme je l'ai dit, il y en a qui terminent leurs études, mais ils ont peur d'affronter la vie, madame. Il y en a aussi... le sens du risque. Voilà. Le sens du risque, voilà, il n'est pas là. Il y a aussi les intrapreneurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là. Ils ont quand même franchi l'étape de l'employé. Mais ils se disent, Patrick a son entreprise. Bon, en fait, je vais travailler avec lui comme marketeur, mais je gère mon temps. C'est-à-dire quoi? Je prends le company profile de Patrick, je vais le vanter à gauche, à droite. Vous avez besoin d'un service d'assainissement, nous sommes là, nous faisons ça, et j'ai mes commissions là-dedans. Celui-là n'est pas encore un leader, franchement. Pourquoi? Parce qu'il a toujours besoin des béquilles. Donc, Patrick n'est pas là, c'est fini, il ne va plus exister. Il ne va plus exister. Et d'autres qui sont là, bon, sont des travailleurs autonomes. Je suis chez moi avec mon ordinateur, j'ai fait l'informatique. Bon, on vient me demander des services, je suis enfermé dans mon petit salon, mais je ne sais pas m'épanouir, voyez-vous. Donc, je reste là, étouffé quelque part. Non, si je sors, regardez, il y a les documents de l'État, je dois formaliser avec mon entreprise. Non, 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 non. Celui-là n'est pas encore un leader. Il n'est pas encore un bon entrepreneur complet. Voilà. Et quand vous dépassez cette étape-là, c'est en ce moment-là que vous devenez entrepreneur. Mais malgré ça, il faut être entrepreneur en série. Il faut arriver à la dernière étape qui est l'étape d'investisseur. Et c'est en ce moment-là qu'on est complet. C'est-à-dire, je peux gérer autant d'entreprises dans la province du Lualaba, en RDC, au Nigeria, en Afrique du Sud, et voilà. C'est un peu comme ça que moi, je vais répondre à la préoccupation de notre ami Djouma. Voilà. Ah, c'était une question assez pertinente, on a pris assez de temps. Alors, on va passer à vous, une autre question. Je sais que vous avez d'autres questions, mais on va y revenir. Et vous, c'était quoi? C'est quoi votre question? Tout au début de l'émission, lors de la présentation, j'ai déjà entendu dire que, donc, ce que j'ai compris d'eux, ils n'ont pas au moins 2 tâches. Donc, ils ont plusieurs tâches qui, par exemple, le cas de M. Patrick, parfois il est dans l'assainissement, parfois dans la construction. Et moi, sur ce, j'aimerais un peu savoir si parfois ça les embrouille pas d'exercer toutes ces tâches-là. Vous ne trouvez pas parfois embrouillant et tout? Voilà. Monsieur Patrick, pas très embrouillant de faire, de gérer 3 entreprises ou même 2 entreprises. Mais je vous réserve aussi une question. Je peux vous la poser, comme ça vous me répondrez après. C'est comme ça que vous êtes toujours timide. Alors, voilà. Donc, alors, on va éviter d'être timide. Justement. Voilà. Donc, il s'agit des étapes, en fait. La première étape, James l'a bien défini ici, constituée à concevoir, en fait. Tout partait de l'idée, vous concevez, vous arrivez peut-être à mettre sur papier et jusqu'à la matérialisation. Lorsque vos activités commencent à prendre de l'ascension ou à prendre une certaine envergure, il y a d'autres faiblesses que vous découvrez au fur et à mesure que vous évoluez. Vous avez besoin de 1000 clients chez qui il faut aller vidanger, n'est-ce pas?
mais vous n'avez qu'un seul camion. Ça devient un casse-tête, il vous faudra 2, 3, 4 autres camions. Et tout de suite, vous avez besoin de 3, 4 chauffeurs. Et tout de suite, vous avez besoin d'une équipe qui devra accompagner le chauffeur. Tout de suite, vous avez besoin des superviseurs, et ainsi de suite. Et donc, je vous explique. Je pars de Kolwezi pour Lubumbashi avec un objectif bien défini. Lorsque j'arrive à Lubumbashi, il y a autre chose qui me passe peut-être par la tête qu'il faudra que je fasse à Kasumbalesa. Tout de suite, je peux responsabiliser M. James et lui dire, voilà, est-ce que tu peux faire pour moi le suivi de tel travail à Lubumbashi, le temps pour moi d'arriver à Kasumbalesa. C'est en quelque sorte ce petit dicton d'une pierre deux coups. Vous comprenez? Nous avons commencé avec l'assainissement. Nous sommes arrivés à un tel niveau que, par moi-même déjà, aujourd'hui, je ne gère plus l'entreprise. Il y a toute une machine maintenant mise en place pour la gestion et tout ça. Mais cette fois-là, je reste chez moi, croiser les bras. Non, j'exploite maintenant d'autres opportunités. Et en exploitant les autres opportunités qui sont nouvelles, à un certain niveau aussi, dès que je sens que ça marche de soi, je vais dans autre chose. C'est comme ça que l'on vous dit que le cerveau humain ou l'être humain a une infinité de possibilités parce que les opportunités sont aussi infinies. Voilà. Donc ça ne nous embrouille pas du moment où nous savons respecter l'échelonnement aussi des étapes. Donc quand vous voulez aussi y aller tout de suite, vous voulez faire la construction, tout de suite vous-même vous voulez faire l'assainissement, les mêmes camions doivent aller évacuer les déchets, les mêmes camions doivent prendre, je sais pas moi, les matériaux de construction, mais à un moment vous allez vous embourber. Et donc chaque étape est bien définie, et dans la Bible c'est aussi dit, donc à chaque, c'est pas déjà la Bible, on dit à chaque chose, chaque chose son temps. Il y a des chrétiens ici. Alors, Monsieur James, et vous faites deux choses, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs choses. Pas facile ou facile? C'est pas facile. Parmi les valeurs d'un vrai leader, il y a le travail ardu, il y a aussi il y a beaucoup de choses, il y a l'honnêteté, la loyauté, la constance, il y a aussi la planification. Ça, c'est très important. Quand on est leader, on doit savoir planifier ses journées. Je ne peux pas me réveiller le matin en train d'attendre un coup de fil. Non. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'avais un programme, par exemple, je me suis dit, de 12h à 13h30, j'ai même demandé ça à Mme Anita, que je devais être à Wango. Et tout juste après 13h30, j'ai autre chose à faire. Je ne me réveille pas comme un corbillard, je ne sais pas, il y aura des morts à HPK ou à Mwangeji, voilà, on va me surprendre. Non, 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 on doit planifier ces journées. Et en ces moments-là, je vous dis que vous ne serez jamais dépassé. Aussi, qu'est-ce qu'il faudra, comme l'a dit Patrick, il faut savoir décentraliser le pouvoir. C'est très important. On n'est pas en politique, c'est l'entrepreneuriat. On est humain, on se fatigue. Moi, par exemple, je suis, comme je vous l'ai dit, j'ai une ferme. Je suis d'ailleurs parmi les grands producteurs des maraîchères dans la province ici. Moi, j'ai fait la mécanique aux humanités, l'électromécanique, je suis spécialisé dans l'automation. J'ai entrepris dans l'agro-business, j'ai engagé un ingénieur agronome. Il est là. Je vais à la ferme quand c'est important. Mais au moins, je sais que par semaine, je dois être là 4 fois. Ça, c'est déjà planifié. Je dois être là 4 fois. À moins qu'il y ait des urgences. Là, il m'appelle pour me dire, voilà, il y a un petit souci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne peux pas tout faire moi-même. J'ai dit aussi que j'étais dans l'ingénierie. Il y a des gens qui sont là, qui me représentent et qui me font rapport. Je ne vais là que si j'ai à faire. En fait, c'est même ça l'avantage d'être entrepreneur, je vous dis, mes frères. Instruit. C'est même ça l'avantage d'être entrepreneur. Pourquoi? Parce que là, vous gérez, voilà, entrepreneur instruit. Vous gérez votre temps. Moi, votre frère, j'ai fui employé quelque part dans un des mining ici. Je travaillais et puis j'avais souscrit au départ libre. J'étais là, j'étais engagé avec mon titre d'ingénieur. Mais je ne pouvais jamais jouir de mon temps comme je le fais maintenant. Franchement.
Je sais moi-même organiser mes vacances avec mes enfants, me balader avec mon épouse et voyager comme je veux. Pourquoi? Parce que je gère moi-même mon temps. Alors que quand on est employé, bon, c'est plus que la corde au cou. Mais quand on est entrepreneur, on respire. Franchement, on respire. Donc, il faut avoir une bonne planification. Vous faites les weekly, les hebdomadaires, les mensuels et même les annuels. Les imprévus, il y en a toujours, mais voyez comment vous pouvez les gérer. Alors, ne vous réveillez pas attendant les coups de fil, les messages pour commencer vos journées. Voilà, important. J'ai appris quelque chose. Il ne faut jamais se réveiller, attendre le coup de fil. Exactement, comme encore pire. Jeff, vous avez aussi une question, j'imagine? Oui, j'ai une question. Ma question est consiste. Vous, en tant que jeune entrepreneur, quelle est votre guerre actuellement sur l'entrepreneuriat des jeunes? Okay. Ah, okay. Le combat que nous menons pour les jeunes. Exactement. Voilà. En fait, je me dis que je suis un leader. Étant un leader, il y a des gens derrière moi qui me regardent et qui me prennent pour modèle. Le plus grand combat d'abord, c'est de demeurer, de rester un modèle. Un modèle dans ce que je fais. Et je voudrais que ceux-là qui voudront aussi être leaders voient mon bon côté. En fait, je ne suis pas un ange, je ne suis pas Jésus. Voilà, en tant qu'humain, j'ai des faiblesses, des petits manquements. Alors, ne restez focus que sur mes qualités et mes points forts. Je me bats vraiment pour être un modèle, moi, personnellement. Qu'est-ce que je fais d'autre? On organise des rencontres des jeunes. Comme je vous ai dit là que j'étais conférencier. J'organise une structure qui encadre les jeunes entrepreneurs. On organise des colloques. On organise des exhibitions, c'est-à-dire on appelle les jeunes entrepreneurs. Il y a une fois, par exemple, on vous dit, écoutez, regardez comment vous pouvez vous mettre en vitrine pour que les gens vous voient. Et la prochaine fois, je pense que vous allez inviter ces jeunes qui sont ici. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci. Voilà, regardez comment vous pouvez vous exposer. Regardez comment vous pouvez parler de vous. Regardez comment vous pouvez séduire un investisseur, par exemple. On est là et on fait ça pour les jeunes. En fait, et la plus grande chose que nous faisons pour les jeunes, moi personnellement, je leur parle du bâton de Moïse. C'est-à-dire quoi? En fait, affronter la vie avec ce que vous avez. Je ne promets jamais à un jeune, pourquoi? Parce que moi aussi, je continue encore à chercher de l'argent. Je vous ai dit que je dois devenir riche le plus tôt possible. Exactement. Donc, j'amasse encore et davantage. Je n'ai pas de l'argent à donner aux gens. Mais je dis aux jeunes, allez-y, faites avec ce que vous avez. C'est ça le bâton de Moïse. Faites avec ce que vous avez. Tu veux quoi? Tu veux commencer quoi? En fait, on ne peut pas démarrer aujourd'hui avec... vous voulez démarrer aujourd'hui avec 10 000 $. C'est impossible. En fait, moi j'ai toujours dit, je les mets souvent même sur mon statut, ce qui compte, c'est les chiffres 1. C'est ce qui compte. Quand on a un franc, déjà c'est bon. Voilà, le chiffre de départ, le premier pas qui compte. Donc on est là et j'apprends le chiffre 1 aux jeunes entrepreneurs. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Très intéressant. C'est très intéressant comme réponse. Oui, déjà novembre 2020, nous avons fini de mettre sur pied une ébauche d'un statut d'une fédération des entrepreneurs libres du Congo. L'objectif de cette fédération, c'est aller dans les universités et même pour ceux-là qui auront peut-être déjà fini, les écouter et voilà, pas piquer leurs idées, mais apporter un soutien et accompagner ces derniers à créer leurs propres entreprises. Avec de l'argent? De part, justement, c'est quoi cette fédération? Donc, vous venez vous adhérer. Évidemment, vous avez votre idée. La fédération vous aide dès le départ, déjà, si votre idée est assez intéressante, n'est-ce pas? La fédération vous aide à vous formaliser. Ça veut dire obtenir tous les documents nécessaires afin que vous soyez défini en tant que tel. Et puis maintenant, la fédération met à votre disposition un bureau d'études, lequel va devoir maintenant vous accompagner dans la matérialisation de votre projet. Et dès que l'on arrive à l'étape finale, il faudra maintenant mettre cela sur pied. C'est vous, le concepteur, c'est vous le patron de cette entreprise qui va se lancer, admettons, dans la vente des tomates. C'est vous
qui en êtes le géniteur. Mais seulement n'ayant pas le moyen, vous avez seulement les idées en fait. Parce que nous avons du mal à se faire accompagner par les banques ici chez nous. Alors, moi, je travaille dur, au bout d'un certain trimestre, je réalise 5 000 ou 10 000 dollars de bénéfices. Mais je ne sais qu'en faire. Alors je viens chercher des idées chez ces jeunes étudiants, ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat avec leurs idées, et voilà, nous voulons faire ça. Et nous sommes prêts à pouvoir financer cela, mais attention, il faudra d'abord faire une étude préalable parce que nous n'allons pas injecter de l'argent et perdre après. L'objectif, c'est aussi de gagner. Alors, lorsque nous parvenons à financer ce projet et que le projet commence à prendre maintenant de l'ampleur, de l'envergure, la donne va changer. C'est-à-dire, au départ, nous avons injecté, donc James faisant partie aussi de la fédération, moi je dis ok, je vais mettre sur son projet qui est de 5 000 dollars, moi je vais mettre 1 000 dollars. Anita va dire bon moi je mets 2 000, ça fait 3 000, James il dit je mets 1 500, on est déjà à 4 500 et puis le caméraman il dit bon voilà je mets moi 500 ou peut-être quelqu'un d'autre dit je mets 200 au fur et à mesure. Voilà, vous verrez que déjà votre entreprise est constituée de plusieurs associés. Mais de par votre statut, vous êtes l'associé unique, c'est vrai. Mais seulement la fédération est venue là, juste vous accompagner parce que votre idée était intéressante. Et moi, je vois des bénéfices derrière cette histoire. Et maintenant, nous vous accompagnons jusqu'à la matérialisation. Celui qui se bat pour, je sais pas moi, le marketing et tout ça, qui accompagne. Donc, toutes les bonnes idées, elles ne viendront que de vous parce que vous en êtes le concepteur. N'est-ce pas? Et au fur et à mesure que nous évoluons, dès que M. James, moi, Anita, le caméraman et tous ceux-là qui ont injecté leur argent commencent à récupérer leur investissement, puisque tout est défini sur le temps, au bout, je ne sais pas moi, d'une année, la donne devra nécessairement changer pour faire en sorte que vos 15% soient transformés en 85% sur le bénéfice et que les autres associés, eux, ils ne gagneront que les 15%. Et sur le temps qui se sera écoulé, ça veut dire qu'ils auront récupéré leur argent, ils auront aussi bénéficié de quelque chose sur cet investissement. On aura créé, on aura propulsé un entrepreneur, on aura contribué à la création d'une nouvelle entreprise. Intéressant, voilà. Très intéressant. Alors, il y a également vous, Jacques. Ah oui, Jacques. Je suis mille fois ravi de vous voir, vous. Vous êtes le miroir de la jeunesse, en fait. La question, c'est quels sont vos projets à long terme et à court terme? Alors, qu'est-ce que j'ai... Monsieur James, qu'est-ce que vous, vous envisagez faire? Je serai vraiment très bref. À court terme, je veux être entrepreneur en série et à long terme, investisseur. Très bref. Patrick. Et monsieur Patrick là, elle est... à long terme, avoir tout un quartier à moi. Ah, c'est beaucoup d'ambition. Comprenez, donc un minimum de 2000 maisons pour moi. Tout un quartier. Et je ne cesse de l'imaginer. Et évidemment, avec tous les ouvrages nécessaires qui devront l'accompagner. École, hôpital, église et consorts. Voilà. À moyen terme, je voudrais apporter une touche de correction. Je prends ça comme un défi. Une touche de correction à bien de nos dirigeants politiques. Donc, j'ai plus cette tendance-là à m'intéresser un peu à la politique. On va prendre toutes les deux questions au même moment. Alors, Sam, tu peux poser ta question et Juma va poser aussi la sienne. Voilà, merci pour la parole. En fait, Monsieur James a dit les entrepreneurs, ceux-là qui ont déjà réussi, sont des modèles pour nous autres. J'aimerais un peu savoir, être entrepreneur, c'est une question de vocation ou d'opportunité? L'autre sous-question, c'est de savoir, quand vous avez dit vous voulez devenir riche le plus vite possible, alors j'aimerais un peu savoir, le fait de devenir riche, c'est avoir beaucoup d'argent ou je sais pas, avoir beaucoup d'entreprises? Et quand vous parlez des richesses, vous voyez l'argent ou qu'est-ce que vous voyez exactement? Cette question sera répondue par M. James et la question de Juma sera répondue par M. Patrick. Ici, nous parlons du leadership. Ce leadership qui est un boulevard et qui n'est pas un boulevard, c'est un sentier.
Voyez-vous, c'est un petit sentier rempli de plein d'obstacles. Alors, tout le monde naît leader, mais tous, on ne le devient pas. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on se retrouve sur ce petit sentier, on préfère aller marcher sur le boulevard. Alors, entrepreneur, c'est une question de vocation. Vous savez, quelqu'un qui va devenir entrepreneur, on sait le voir depuis son bas âge. Quelqu'un qui n'aspire jamais à devenir chef de classe, par exemple. Quelqu'un qui n'aspire jamais à devenir chef de promotion, je ne sais pas, délégué, tout ça. Un leader, on le voit partout. Donc, il est là, il affronte la vie, il surmonte les obstacles de la vie. Pourquoi? Parce qu'on doit être influent. Il faut entraîner une masse derrière soi-même. Mais ça doit commencer déjà depuis le bas âge. Quelqu'un aujourd'hui qui n'a jamais été chef de quartier, mais il se lève de bon matin, il dit que je vais être gouverneur de la province ou président de la République. Mais celui-là, il ne faut pas le voter. Il faudra rentrer un peu dans son background, voir ce qu'il a déjà fait. Généralement, c'est ce qui s'est fait. Et même pour qu'on vous embauche dans une entreprise, voilà, on regarde d'abord dans votre background. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Donc, je crois, question de vocation ou pas, je crois que vous avez trouvé la réponse. Voilà. Nous naissons tous, mais il faut se faire maintenant l'idée. Et M. Dumas? Oui, je suis vraiment estomaqué par les deux interventions. Je commence par M. Patrick. Non, M. Patrick, lorsque mon ami lui a posé la question de savoir, dans le court terme, il a dit d'être exécutif quelque part. Moi, que mon aîné me permet de lui dire que c'est mieux de marcher avec les politiques que d'être politicien. Vous êtes un leader déjà, vous êtes un entrepreneur, parce que on a toujours dit quoi? Le pouvoir est sucré. Je m'arrête par là. Voilà. Et ma question est celle-ci. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, en tant qu'entrepreneur, et pourquoi les entrepreneurs congolais ne réussissent pas? Monsieur Diak et monsieur Patrick. Bon, je vous réponds déjà que moi, je réussirai. Je suis déjà en train de réussir. Donc, je ferai cette différence-là. Les difficultés que nous rencontrons, la première difficulté, c'est que par rapport à l'innovation, par exemple. Vous savez, nous avons évolué dans un contexte où la GICAMINE faisait tout pour nous. Entre autres, ce que nous faisons, la gestion des déchets, ce n'est pas du nouveau, ce n'est pas une roue que nous avons inventée. Ça existait avant, en fait. Mais seulement, c'était propre à la GICAMINE. Nous sommes venus, après nos études, avec l'idée. Et je peux même dire que c'est nous qui avons même révolutionné la mairie de la ville de Kolwezi. N'est-ce pas? Alors, tout de suite, il y a ce combat de leadership entre certaines autorités politico-administratives qui ne comprennent pas nécessairement le contexte dans lequel nous sommes. Ils nous prennent pour leurs ennemis alors que nous n'en sommes pas nous n'en sommes pas là, en fait. L'objectif, c'est faire en sorte que nos concitoyens jouissent d'un certain bien-être. Sur le plan environnemental, le souci, c'est éviter des tas d'immondices dans nos parcelles et un peu partout et vivre dans un environnement sain. Mais lorsque ces autorités-là viennent maintenant, cette fois-là, vous contrecarrer dans cette initiative, dans cet élan-là, plutôt que de vous encourager, d'apporter ne fût-ce que le minimum nécessaire dans votre entreprise. Vous avez 3 secondes. Un accompagnement et tout ça. Donc, ça c'est une des grandes difficultés. Et nous disons que quand ils ne comprennent pas, c'est une difficulté pour nous. Pour terminer, madame, quand vous entreprenez, je crois que à un certain niveau, d'abord, les connaissances au tout début, votre agenda doit devoir vous faciliter toutes les relations possibles afin d'atteindre vos objectifs. Mais à un certain niveau, il faudra que vous puissiez vous échapper de peur que ces connaissances ou ces relations ne se retournent contre vous. Je donnerai un exemple. Admettons que je sois un sympathisant du patron de la chaîne où on a été invité aujourd'hui. Demain, je viendrai demander au nom de cette relation une émission gratuitement. Et parce que nous avons des relations, il aura du mal ou peut-être je chercherai à ce que les prix soient nécessairement réduits pour ma publicité. Ce qui n'est pas bon, parce que lui, il fait le business. Vous comprenez? Alors, allez-y comprendre que cette relation-là devient un inconvénient. Mais la même relation fait en sorte que lorsque je viendrai solliciter un espace médiatique,
tout de suite on m'en donne sur toute une semaine. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et bon, merci beaucoup, Monsieur Patrick. 2 secondes pour conclure, Monsieur James. Ok, je vais revenir sur une citation d'un écrivain irlandais du nom d'Oscar Wilde qui a dit il faut viser la lune parce qu'au moins si vous échouez, vous allez finir dans les étoiles. C'est un peu la grande difficulté que nous rencontrons dans les chefs de certains entrepreneurs congolais qui ne veulent pas réussir parce qu'ils ne visent pas haut. Et aussi, nous ne sommes pas partisans de la culture associative. Nous ne savons pas travailler ensemble parce que nous manquons d'amour. Merci à vous tous d'être venus. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Parole aux jeunes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour une autre émission avec une autre thématique. Au revoir et à très bientôt. Merci bien. Merci madame.